J'aimerais travailler sur, mes choix professionnels. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je j'aime professionnellement avoir, beaucoup de travail, que ce soit très chargé, qu'il y ait des défis à relever. Mais en même temps, depuis l'année dernière, je me rends compte que physiquement, mon corps, il me dit de lever le pied. Mais en même temps, quand je lève le pied, je m'ennuie et j'aimerais réussir à trouver l'équilibre entre, m'épanouir Ouais, professionnellement, ouais. mais sans me mettre dans le rouge. Et aujourd'hui, je trouve pas le juste milieu. Hop. Tu vois, c'est comme si ça mettait quelqu'un devant toi. Ouais. Je demande à revoir pour... Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là? Ouais. Alors, si ce quelqu'un, c'est un homme, ça vient là. Si ce quelqu'un, c'est une femme, ça vient là. Si c'est autre chose, ça va là. Une femme. La première femme que tu rencontres dans ta vie, c'est ta mère. Mmh. Comment elle s'appelle, ta mère? Lucette. Je vais voir où est Lucette. Ouais, c'est elle. C'est quoi ton rapport avec ta mère? En lien avec ma problématique? Non. Ou Cherche sans pas rien à du faire tout? ça. Ça OK. va, tu vois, c'est comme une enquête de police. Là, je marque les indices et après, ça fera le lien. N'essayons pas de le faire, ça va être restrictif. OK. Juste dis comment tu t'entends avec ta mère. Je m'entends plutôt bien avec ma mère. Après, ce qui me frustre toujours, c'est que j'ai l'impression qu'elle s'est jamais sentie épanouie et heureuse. C'est la vision que j'ai de ma mère, quoi. C'est quelqu'un qui se met des devoirs, donc elle fait ce qu'elle pense devoir faire, ce qui lui Ouais. semble juste, mais elle est jamais allée chercher, son vrai épanouissement personnel. Ce que tu essaies de faire toi. Mmh. Ah, ah. Et on sent quand tu parles que ça vibre, tu le sens? Ouais. Tu as la voix Ouais, je suis hyper émue. De toute qui se façon, chevrotte. je pleure très facilement, donc faut pas s'inquiéter. Ok. Donc je pense qu'elle, elle se serait mise tellement à fond, parce que ma mère était dans le domaine médical et je pense qu'elle se serait mise tellement à fond dedans qu'elle se serait oubliée, quoi. Devant toi, là, il y a une femme qui n'a pas réussi à s'épanouir à 100% dans le boulot. C'est ce que tu voudrais faire, et puis tu as une appétence pour ça, tu te sens bien quand tu te donnes à fond, mais il y a ton corps qui dit c'est trop, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une date là? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 16? Non. Alors, 2010 à peu près. Il y a 15 ans, 15-16 ans à peu près. Bah, finalement, cette date-là, pour moi, c'est ma comment on pourrait dire? C'est le moment où j'ai stabilisé, moi, ma vie professionnelle et où du coup, c'était quasiment ma vraie entrée dans l'âge adulte, quoi, pour moi. Alors, ça a bougé sur le mot j'ai stabilisé ma vie pro. Et toi, stabiliser, ça peut être en rapport avec l'équilibre hein, aussi. Mmh. Ça veut dire quoi, j'ai stabilisé? Je pose une question bête pour te faire parler. Ouais. Bah, disons que jusque-là, parce qu'avant ça, donc j'étais dans mes études de droit, j'avais débuté un doctorat, je donnais des cours, mais bon, j'étais pas autonome financièrement. Et, et là, avec ce concours-là, j'ai vraiment eu mon autonomie financière. C'était une forme d'émancipation aussi par rapport à ma famille. Ah, est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Hmm. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 16? Est-ce qu'il y a plus de 17? 2 ans avant. 2007, et ben c'est quand j'étais partie en Lozère vivre avec un homme qui avait un élevage de chiens de traîneau, enfin voilà, et ça s'est mal terminé. Et donc je suis rentrée chez mes parents. À cette date-là, je suis rentrée chez mes parents. On sent encore qu'une fois qu'il y a l'émotion qui est juste là. C'est quoi qui te donne de l'émotion par rapport à ça? Ça, c'est retour chez les parents après une relation qui s'est mal terminée? Ouais. C'est quoi qui te fait autant vibrer?
Pourquoi ça te fait ça? Je réfléchis. Il y a plein de trucs mélangés, hein. C'est vrai que c'était une période difficile. Pourquoi? Parce que ça me fait pleurer. Ouais, mais laisse sortir. Je pense quand j'étais partie vivre en Lozère, c'était pour m'émanciper. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvée encore plus prisonnière que tout ce que j'avais vécu avant. Et quand je suis partie, c'était une fuite, quoi. C'était... Quand t'es parti de chez toi, c'était une fuite? Non, enfin, Ah, quand c'était t'es une fuite parti au de... départ, et quand je Ouais. suis repartie de Lozère, c'était encore une fuite. Comme conséquence, il y a eu quoi? J'ai failli mourir, quoi. C'est-à-dire? C'était un homme qui a pété les plombs, et ouais, j'ai vraiment dû m'enfuir pour ma vie. Il y a un truc, il y a une scène dont tu te rappelles ou quelque chose comme Ouais. ça? Donc, tu vois, c'est ça qui paraît. Ça me paraît bizarre que tu réagisses aussi fort. Comme si tu y étais encore, en fait. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas revivre la scène. On a plusieurs cerveaux en tant qu'être humain. Je sais pas si tu le sais, là, on a un cerveau instinctif qui est survie du corps, qui dit au corps de bouger, sauter, manger, digérer, tout ça. On a un cerveau émotionnel qui sert à faire du lien avec les gens. Et puis on a un cerveau aussi là, qui analyse et qui accepte ou qui accepte pas ce qu'il voit ou ce qu'il entend, quoi. Quand on vit des moments très traumatiques, quoi, il se peut que l'un des trois cerveaux se soit bloqué et n'ait pas pu faire ce qu'il avait à faire. Et ça veut dire que le cerveau, il a un mouvement énergétique à faire, c'est comme un engrenage, quoi. Il a été bloqué, il n'a pas pu faire son truc, et la personne n'est plus dans la situation, mais ça continue à forcer pour que ça fasse ce truc-là. C'est pour ça que sûrement ça réagit comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est revivre la situation. Ces trois cerveaux, tu les as dans la tête, là, reptilien, limbique et les cortex, et puis ils sont reliés par un liquide. Et il y a une position de MDR où on met les doigts là comme ça, et ça fait recirculer le liquide, et ça permet au cerveau de faire le mouvement. Après, tu garderas le souvenir, mais tu auras plus de réactions super fortes, quoi. Tu permets que je te mette les doigts ici? Allez, viens là. Mets-toi comme ça. Alors, ferme les yeux et puis tu redis ce que tu vois. Je refais la scène, quoi, du coup. Avec le plus de détails possible. Ok. Donc, c'était une journée où, en fait, donc le gars avec qui je vivais à cette époque-là, il était malade, il avait un traitement, parce qu'il avait une tumeur. Ouais. Et son traitement, ça avait vachement déstabilisé chez lui au niveau psychologique. Et ça avait beaucoup d'effets secondaires psychologiques. Ok. Donc, il était pas bien. Et une nuit, on s'est couchés. Et toute la nuit, il n'arrêtait pas de me dire des trucs un peu délirants. Il me disait, tu te rappelles quand je t'appelais, ma petite Violette, tu te rappelles? Et ça n'avait rien à voir, on n'avait jamais vécu ça. Au début, j'essayais de lui dire, mais non, tu sais, c'était pas ça. Puis je voyais que ça le montait en pression. Et pendant toute cette nuit-là, je sentais qu'il était prêt à décapsuler, quoi. Que si je le contredisais, il allait s'en prendre à moi physiquement, violemment. Donc toute la nuit, je l'ai temporisé en disant oui, je me souviens. Et dans ma tête, j'échafaudais des plans en me disant bon, comment je fais pour partir, quoi? Qu'est-ce que je veux? Comment je peux m'enfuir? Parce que je sentais qu'il allait... Je me sentais vraiment prise en otage, quoi, dans cette situation. Et donc le matin, on s'est levé et dans ma tête, j'étais toujours sur mon plan de dire bon, comment je fais pour réussir à m'enfuir? Et j'ai attendu un moment où il était occupé à faire quelque chose et j'ai pris les clés de ma voiture et je suis partie en trombe. Et je suis allée me réfugier dans le restaurant qui avait des amis un peu plus loin de chez nous. Et lui, il m'a poursuivi en fait en voiture, il m'a retrouvé, il avait pris un fusil. Et il disait qu'il voulait me tuer. Et donc mes amis essayaient de le temporiser un peu, mais il était vraiment à côté de ses pompes, quoi. Il était complètement fou. Et là, je suis repartie, je suis remontée dans ma voiture et je voulais rouler, quoi. Mais il m'a poursuivi en voiture et donc ça a vraiment été une course-poursuite et sur une route qui était en plus très dangereuse. Et je me suis réarrêtée chez un autre couple d'amis un peu plus loin. Et là, mon autre ami a réussi un peu plus à le poser, à faire qu'il se détende un peu. Et là, il a accepté que je l'emmène à l'hôpital. Donc il est monté en voiture avec moi, on a pris la route pour l'hôpital. Je voulais l'emmener aux urgences psychiatriques pour qu'il rentre en soins. Et là, il a sauté en marche de la voiture et il est parti dans la nature. Donc moi, j'ai continué, j'ai roulé jusqu'à l'hôpital. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Et ils ont envoyé les gendarmes le chercher. Et donc, ils l'ont trouvé au bout d'un moment. Et puis, il a été hospitalisé. Et donc, c'est lourd. Alors, prends un moment là pour
Essuie tes larmes, mouche-toi. Bon, c'est un vrai film d'horreur, ton truc, là. Ouais. Alors, au début, quand tu racontes l'histoire, tu n'as pas le... Il se passe rien. Il n'y a pas de réaction. Et à un moment, ça s'enclenche. Est-ce que tu as conscience du moment où ça s'enclenche? Non. C'est quand tu commences à dire, en fait, je commence à imaginer comment m'en sortir. Quand toi, tu commences à te faire ton film où Ouais. tu imagines, voilà, il y a le stress qui arrive à bloc. On y retourne? Jusqu'à ce que tu arrives à voir le film et tu vois que c'est un film. C'est-à-dire que tu vas voir que c'est une femme qui essaie de s'échapper par rapport à un homme qui la poursuit avec un fusil et tout ça. Et c'est comme si c'était plus toi. Ok. Tu vas voir que ça va le faire. Une fois que l'émotion aura été déchargée, c'est de la peur, c'est de la terreur que tu as là. Ok? Ouais. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas être dans cet état-là. Il fallait que tu sois dans l'état où action, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu avais été Mode dans survie, cet quoi. état-là, là, tu serais peut-être pas là pour le raconter. Ah. D'accord? On y retourne? Allez. Donc je raconte toute la scène? Tu racontes bah oui, toute la scène. Tu repars. Et puis ça, quoi. Donc à cette époque-là, je vivais en Lozère Ouais. avec un homme dont j'étais tombée amoureuse. Au début, tout se passait bien. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui avait un tempérament un peu particulier. Et puis, malheureusement, il est tombé malade. Il a eu un traitement pour une tumeur. Et ce traitement l'a beaucoup déstabilisé psychologiquement. Ouais. Jusqu'au point où un jour, on était chez nous. Et je sentais qu'il était vraiment très en tension, vraiment sur le fil. Et toute une nuit, il me disait des choses qui avaient ni queue ni tête. Ouais. Mais je me rendais compte que si je le contredisais, ça pouvait vraiment mal tourner, qu'il pouvait vraiment devenir violent vis-à-vis de moi. Donc Ouais. j'ai temporisé autant que je pouvais tout au long de la nuit, Ouais. tout en réfléchissant à un scénario qui me permettrait de m'enfuir pour me mettre en sécurité. Ouais. Et donc au matin, dès que j'ai pu, j'ai pris les clés de la voiture et puis je me suis enfuie, quoi. Je suis partie de la maison, je suis allée Ok. me réfugier chez des amis. Ok. Il m'a poursuivi. Ouais. Il était dans un état voilà, de folie, il était incontrôlable. Donc, je me suis à nouveau enfuie et il y a eu une course-poursuite en voiture parce qu'il voulait me rattraper, il voulait m'arrêter. Je me suis réfugiée chez d'autres amis. Ouais. Là, on a pu se poser, avoir une conversation. Il a eu un moment un peu de lucidité où il s'est rendu compte qu'il n'était plus lui-même, Ouais. qu'il a accepté d'aller à l'hôpital. Ouais. Et donc, on est parti en voiture, mais dans Ouais. le trajet, d'un coup, il a paniqué et il a sauté en marche en disant qu'il ne voulait pas aller à l'hôpital. Et Ouais. il a sauté en marche. Je suis allée jusqu'à l'hôpital, j'ai expliqué aux agents d'accueil ce qui s'était passé. Et ils ont envoyé la gendarmerie pour le retrouver. Les gendarmes l'ont trouvé au bout d'un moment de recherche et Ouais. ils l'ont emmené aux urgences psychiatriques et il a été hospitalisé. C'est bien. Ouais. Ça veut dire que ça s'est déchargé. Ouais. D'accord? Si tu sens que tu as encore du stress par rapport à ça, tu peux te le faire toi-même. Ouais. Ok? Ici, là, tu vois, tu as les sourcils, ça fait, l'os, il fait comme une bosse, là, tu mets les deux doigts ici, là, Ok. c'est une position de MDR. Tu fais juste contact, tu n'as pas besoin d'appuyer, et puis tu mets la main derrière, et tu te remets dans les sensations, les odeurs et tout ça, jusqu'à ce que ça sorte, Ouais, ce que ça ça doit se sortir. détache, quoi. Ok. Tu sais, des fois, c'est des accidents de voiture, et puis tu as les gens qui se remettent le corps, tu sais, quand ils étaient coincés sous le volant Ouais. et tout ça. Il faut vivre ça. Ok, alors, bon, ceci étant fait, c'est un vrai film d'horreur dans lequel tu as dit des trucs qui peuvent avoir un rapport avec ta demande. C'est que ce qui t'a fait flipper, c'est qu'à un moment, il a perdu l'équilibre, cet homme-là. Ouais. Il était plus stable, quoi. Et l'imagination, un plan pour s'en sortir. Ok? Allez, on va voir si on en sait assez sur cette date. Tu vas voir que ça me donne une indication énorme par rapport à ton énéatype. J'ai l'impression que ça va t'aider, tu vois. C'est chouette. C'est pas venu pour rien. Allez, si on en sait assez, ça va vers le tableau. Ok. Est-ce qu'il y a une autre date? Non. Alors, si on passe directement à l'énéagramme, ça va là. D'accord? Allez, je te dessine l'énéagramme, là, vite fait. T'as déjà entendu parler de ce truc-là? Ouais. Tu connais un peu? Oui. Tu connais ton énéatype? Je suis pas sûre. Ouais.
fais l'ensemble de l'humanité, et par rapport aux 3 cerveaux dont je t'ai parlé, je fais 3 familles. Ceux qui survivent grâce à l'instinct, au cerveau du bas, ceux qui survivent grâce à l'émotionnel, et ceux qui survivent grâce à la tête. Où c'est que tu te situes, toi? Plutôt la tête. Ouais. Ça fait 3 segments, en fait. Ces 3 segments, je les redivise en 3, et puis ça va me donner 9 positions, ça fait l'énéagramme. Énéa, ça veut dire 9. Ces 3-là, ils sont dans l'instinct, ces 3-là, ils sont dans l'émotionnel. Je ne vais pas trop charger le dessin, et ces 3-là, ils sont dans la tête. Le truc de la tête, elle a peur, et elle a peur du futur. La tête, c'est un ordinateur qui enregistre des données, qui vit des expériences et qui les enregistre comme sur un ordinateur, et qui essaie de comprendre ce qui va se passer par rapport à ça. Mais elle ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un changement climatique? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce que Trump, est-ce que Poutine il va nous envoyer une bombe et tout ça? La tête, elle ne sait pas. Et comme elle ne sait pas, ça l'angoisse. Donc, on dit qu'eux, ils sont dans la peur. La tête, le mental, tu peux le jouer de 3 manières différentes. Soit d'une manière yang, c'est-à-dire tu projettes du mental vers l'extérieur. Plus, on va mettre. On dit que c'est l'énéa type 7. Attends, je vais mettre les chiffres. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le 7, c'est quelqu'un qui est son ego, ou sa construction, sa fausse personnalité, c'est quelqu'un qui est joyeux et positif, comme moi, tu vois. Mais ce que ça cache derrière, c'est la tristesse. En fait, comme il ressent la tristesse du monde, comme une fréquence, quoi, et qu'il a peur d'en mourir, depuis qu'il est petit, il pense qu'il va mourir si cette tristesse est là. Pour pas entendre cette tristesse, il rajoute du rire et chanson et tout ça, des blagues, pour éviter ça. Donc lui, il projette son mental sur l'extérieur. Ça veut dire qu'il te dit, bah, imagine, on va aller vivre à Tahiti, ça va être merveilleux et tout ça. Il balance sur l'extérieur. Le 5, c'est celui qui utilise son mental de manière yin, c'est-à-dire de manière introspective. On dit que c'est le savant ou le sachant et le spécialiste. C'est celui qui doit comprendre le monde pour pouvoir y survivre. Parce que pour lui, le monde, c'est une interrogation. C'est comme si la matière, c'était un truc de... Comme dans Tintin, on a marché sur la Lune, tu sais. Ils sortent de la fusée, quoi, puis ils voient ce nouvel univers. Ils se demandent s'ils peuvent survivre ou pas. Et avant de pouvoir poser le pied, le 5 doit tout comprendre. Une fois qu'il a tout compris, il permettra au corps de vivre. Okay. Donc, il a peur de ne pas savoir. Mais tu en as un aussi, comme l'électricité, tu as plus, moins et neutre. Il y en a un qui n'a pas un mental qui est forcément yang ni forcément yin. Il est au niveau du 0. Et des fois, il perd la tête. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui survit grâce à ta tête, mais des fois, il perd la tête. On dit que c'est l'énéa type 6. L'énéa type 6, c'est le loyal. Ça te parle, ça? Est-ce que tu es une personne de confiance sur qui on peut compter? Oui, bien sûr. Ouais. Structuré et tout ça, tu fais bien les choses et tout. Ouais. Ouais. Et la peur qui est cachée derrière, c'est la trahison. Quand on est petit, en fait, on est censé être protégé par les grands, par les parents, des choses comme ça, quoi. Et le 6, il n'a pas vécu comme ça. Ouais, mais c'est sûr que c'est ça. Avec ton scénario de truc de dingue. Un espèce de film d'horreur, là. C'est qui t'a pas... que t'as pas senti la confiance? C'est le père? C'est la mère? C'est quoi? Le professeur? Mon père, surtout. Le père. Ouais. J'ai l'impression que c'est presque tout le temps le père. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit... Prends-toi un... J'en ai. Le monde dans lequel on vit, c'est fabriqué par 2 énergies. On peut dire que cet univers existe, et puis ces soins, ce crayon existe, juste parce que ton père a fait l'amour à ta mère. Sinon, ça n'existerait pas, tout ça. Donc, cet univers est créé par 2 énergies qui sont le masculin et le féminin. Souvent, ils disent le yin et le yang. Ouais. Et le yang, qui est représenté par le père, c'est l'information qui est mise dans la matière. Ta mère, c'est comme une photocopieuse 3D. Ça fabrique de la matière. Mais pour que ça fabrique ça, c'est comme une photocopieuse 3D. Si tu la laisses comme ça, ben, elle ne fait rien. Mais si tu mets une clé USB avec une information, un code dedans, et que tu mets la clé dans la photocopieuse 3D, la photocopieuse 3D va matérialiser ce qui est marqué sur la clé. Donc, à l'intérieur de chaque humain, de chaque être humain et dans tout ce qui est vivant, se cache une information cachée, qu'on pourrait appeler l'esprit, qui est transmise par le Père. Et tous les animaux font confiance à ce truc-là. Les animaux partent en migration et puis ils reviennent, ils ne se trompent pas de chemin, parce qu'ils sont guidés par cette chose-là.
les êtres humains, comme on a un mental qui est plus développé, on peut par exemple décider de ne pas suivre ça. C'est ce que fait le 6. Parce que tu as l'impression que cette information, elle n'est pas là, et donc tu vas la remplacer par ta tête qui va te mettre... Vu que l'information n'est pas là, ben, tu es en danger, Ouais. et donc tu vas remplacer... Enfin, tu vas résoudre ce problème par ta tête, et qu'est-ce qu'elle va faire la tête? Elle va anticiper tout ce qui pourrait mal se passer, elle va les résoudre à l'avance, et comme ça, elle créera un monde dans lequel elle n'est pas en danger. C'est ce que tu expliques avec ton truc. Ok. C'est vraiment le typique du truc du 6. Ouais. Donc c'est comme si le 6 n'avait pas confiance en l'esprit. Ok. Et comme l'esprit est représenté par le père, c'est comme si le 6, il pense que le père, il ne faisait pas le job, et donc c'est à toi de faire le job. D'accord. D'accord? Après, je me reconnais bien dans le truc du 7 aussi, Ouais, mais d'avoir cette façade joyeuse, mais le ouais, fond, mais tu peux être 6, regarde. Tu peux être 6 avec une tendance 7. ok. On dit qu'il y a une aile 7, c'est-à-dire que tu n'es pas 6 complètement ici, et tu es 6 vers là. D'accord. Alors si tu es 6 comme ça, si tu es une personne un peu Pepsi, joyeuse et tout ça, un peu la bonne copine et tout ça, on dit que c'est le controphobique. Ça veut dire que c'est des gens qui ont peur, mais quand ils ont peur, ce qui est insupportable, c'est la sensation de peur. Donc par exemple, si là il y a une falaise, ah vas-y, on va le faire toi. Là il y a une falaise, et disons que on a le vertige. Donc c'est insupportable cette sensation du vertige. Ouais. Tu as peur du vertige. Et qu'est-ce que tu fais en tant que 6 controphobique? Je sais pas. Tu sautes, comme ça tu n'as plus peur. Ah. Une fois que tu as sauté, il n'y a plus la sensation de peur. Donc ça fait des 6 qui, quand ils ont peur, ils foncent. Ils vont devant. Et toi, ça pourrait expliquer pourquoi le mec qui t'a poursuivi avec un fusil, il voulait te tuer et tout ça. Et après, toi, tu dis, viens, monte dans ma voiture et je t'amène à l'hôpital psychiatrique. Je dis, elle est complètement folle. Ouais. C'est comme si tu as peur, mais la peur, tu peux pas l'exprimer. Ok. Et donc la peur, normalement, elle est censée mettre ton corps en sécurité, quoi. Ouais. Et donc là, tu affrontes. C'est un peu le petit chien, tu sais, qui voit un gros chien et il se met à aboyer. C'est parce qu'il a peur, en fait. Mais c'est une réaction un peu étonnante. Donc ça fait des 6. Ça te parle, ça, d'avoir un réflexe un peu controphobique? Ouais, ouais. Ça fait des gens qui ont énormément d'énergie. Mm. T'es bonne en course à pied, toi? Tu Ouais, fais de la course à pied? plutôt, ouais. Ouais. C'est utile, ça peut servir. C'est comme si vous étiez des proies, les 6. L'énéagramme, c'est une figure dynamique qui dit qu'on passe par 3 positions. La position de base, dans laquelle c'est ton ego, c'est ta construction. Donc, tu es quelqu'un de loyal et qui est obligé de tout faire pour montrer qu'il assure, en fait. Contrairement au père qui assure pas, on pourrait dire ça comme ça. La peur, tu es tout le temps dans de la peur. Et la peur qui est derrière, c'est la trahison. Est-ce que tu as déjà vécu de la trahison, toi? Normalement, c'est un truc que tu as dû déjà expérimenter. Tu as déjà été trahi dans ta vie? Par des compagnons ou par des... Non. Non, jamais? On t'a jamais trahi? Non. Au boulot ou... Non? Non, vraiment Ah ouais. pas. Enfin, ou je l'ai pas identifié comme ça, quoi. Mais ça te fait peur d'être trahi? Ben non, plus. C'est étonnant, ça. Quand le 6 va mal, ça veut dire quand le fait de tout prévoir, tout organiser dans ta tête, tu vois, de tout imaginer pour trouver le plan B, le plan de sortie et tout ça, n'arrive plus à te donner la solution, c'est-à-dire que la tête, il y a trop de paramètres, elle n'arrive plus à gérer, la tête, elle va chauffer, en fait. C'est comme un ordinateur, si moi je fais du montage vidéo, que je mets trop de trucs dessus, à un moment, le processeur, il bug, quoi. Mais le 6, pour faire redescendre la température du cerveau, il a une technique, c'est qu'il épuise le corps. On dit qu'il part dans le 3, en fait, il prend les mauvais côtés du 3. Est-ce que tu as tendance à faire ça, quoi? À être dans l'hyperactivité, en fait, physique? Mental surtout, et Ah, après mental. c'est sûr que oui, physiquement je suis naze, quoi. C'est-à-dire, comment tu t'épuises mentalement? Tu vas lire, tu vas te former, tu vas apprendre des trucs? Non, c'est plus de... Bah ouais, de me mettre pas mal d'activités, ça c'est sûr, je l'ai beaucoup fait, hein, d'être toujours en action Toujours. quelque chose. Ouais. Je l'ai beaucoup fait aussi avec mes enfants, d'avoir toujours un plan d'un truc qui va être sympa à faire. Ouais. Tu peux pas ne rien faire, en fait. Non, j'ai du mal à rien faire. Et par contre, le soir, ouais, je suis crevée, quoi. À 9h, je m'endors. Et est-ce que tu as du stress la nuit aussi? Tu fais des cauchemars ou tu fais des J'en ai beaucoup fait quand j'étais petite, maintenant j'en fais plus. Après, des fois, j'ai des phases d'éveil. Ouais. Maintenant, ça va mieux. Et ça continue à marcher la nuit? Ouais. Il y a eu des périodes, oui, où vraiment je travaillais nuit et jour, quoi. Parce que dans ma tête, j'avais mes dossiers de boulot dans ma tête la nuit. Ok. C'était un peu en non-stop, quoi. Et justement, l'année dernière, du coup, j'ai eu un gros craquage, je pense, sur une situation justement sur laquelle j'arrivais plus à avoir de prise, suite à ma séparation avec le père de mes enfants. C'est-à-dire?
où il y a 2 ans maintenant, lui, il m'a quittée. Et l'été dernier, il a fait une tentative de suicide. Donc, il m'a appelé pour me dire, voilà, j'arrête, c'est la fin, je te dis adieu, machin. Et donc, moi... Allez, c'est reparti. Allez, viens. c'est vrai qu'il est pas mal, celle-là. Les situations de stress, vous en vivez quelques-unes? Mm. Alors, il t'appelle pour te dire, voilà, je me fous en l'air. Ouais, enfin, il me fait des textos d'abord pour me dire j'en ai marre, je veux plus vivre, dis au revoir aux enfants de ma part. Donc moi au début je lui réponds parce que je me dis bon il me fait un petit chantage, donc Ouais. je lui réponds en lui disant arrête tes conneries, tu sais bien que les enfants ont besoin de toi machin, ça fait 1 an qu'on est séparés, y a pas de... Et bon ça continuait et au bout d'un moment je me suis vraiment dit non mais là c'est pas juste le chantage, il va faire quelque chose quoi. Ouais. Donc j'ai appelé les flics, quoi. Je dis: «Bah, là, voilà, j'ai mon ex-compagnon qui est tout seul chez lui, il est suicidaire, Ouais. il faut faire quelque chose, quoi». Et... Donc les flics m'ont dit: «Ah bah, ça, c'est pas nous qui gérons, c'est la gendarmerie, on va appeler nos collègues et puis on vous rappelleront». Bon, le temps passait, moi j'avais toujours mes messages, et puis au bout de 3/4 d'heure, j'ai un mec de la gendarmerie qui m'appelle et qui me redemande de tout lui réexpliquer. Donc je recommence mon histoire, nanana, ça fait 2 heures, je reçois des SMS, je suis inquiète, faut que vous alliez voir sur place. Ah oui, mais c'est pas nous, c'est les pompiers. Donc là, moi, les nerfs commencent à me monter. Et puis l'inquiétude, quoi. Bon, bref, finalement, ils finissent par... Après, j'ai eu le mec des pompiers, donc ils se déplacent, ils y vont. Entre-temps, comme je voyais que ça bougeait pas au niveau institutionnel, j'avais appelé un ami de mon ex en lui disant, bah là, ça... il va pas bien, si t'es dans le coin, vas-y, toque chez lui, fais-le sortir, fais quelque chose, quoi. Et donc lui, il y est allé, et du coup, quand les pompiers sont arrivés, le copain avait déjà géré à peu près la situation, quoi. Ouais. Et voilà, donc moi, toute cette histoire-là, sur le coup, je me suis pas rendu compte que ça avait été super difficile, en fait. J'étais dans le moment, j'ai agi, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour que ça s'apaise. Ouais. Mais quelques semaines après, peut-être 2-3 semaines après, au moment où mon fils allait rentrer en 6e, je me suis sentie, mais épuisée, quoi. J'étais plus capable. Mon corps, vraiment, il était... J'avais plus aucune énergie, j'arrivais plus, tout ce que je devais faire comme démarche par rapport à la rentrée de mon fils, ça me semblait des montagnes. Et du coup, j'ai eu un arrêt de travail, là, de 3 semaines, ce qui m'est jamais arrivé de toute ma vie parce que j'étais plus capable, en fait. Ma femme est née à type 6 comme toi, quoi. Contrephobique, quoi. Elle s'imagine des trucs. Et puis, quand il y a un vrai danger, elle est avec un sang-froid absolu, en fait. C'est-à-dire que s'il y a vraiment quelqu'un qui se taille les veines ou un truc comme ça, elle va faire tout ce qu'il faut. Elle se rappelle du numéro des pompiers, elle sait faire des garrots, elle sait tout faire, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand elle s'imagine qu'il y a quelqu'un qui va nous cambrioler et qui va je sais pas, voler nos vélos ou un truc comme ça, là, c'est du n'importe quoi. Tu comprends? Parce qu'une fois, elle faisait un soin à quelqu'un, elle fait une espèce de thérapie où elle interroge le corps. Et donc, des fois, les gens, ils font ce qui t'arrive toi. C'est-à-dire que ça remet dans des mémoires et puis ça s'active comme ça. Et puis moi, elle m'appelle quand je suis là parce qu'elle sait que je sais bien le faire, ce truc-là. Donc, un jour, elle m'appelle parce qu'elle était avec une femme de 70 ans. Et cette femme revit un truc traumatisant, c'est quand elle est en train de faire la vaisselle, et puis sa fille l'appelle, elle lui dit « Maman, j'ai un truc important à te dire, assieds-toi ». Et elle lui annonce qu'elle a un cancer. Et donc, quand ça arrive, elle est dans tous ses états. Et moi, je reviens, je mets les mains comme ça. Et je lui dis, bah, allez-y, redites-moi le truc. Et donc, elle redit la situation. Voilà, je suis en train de faire la vaisselle, ma fille m'appelle. Et moi, j'ai les doigts comme ça. Et elle m'annonce qu'elle a un cancer. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de réaction au niveau du corps. Je suis très surpris, en fait. Je dis, bah, vous n'avez pas de traumatisme par rapport à ça. Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais attendez, c'est après. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, c'est quand ma fille a raccroché. Là, je me suis imaginé. Là, j'ai vu l'enterrement de ma fille. J'ai vu mes petites filles qui ne reverraient jamais leur mère et qui seraient malheureuses toute leur vie. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est là que ça réagit. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est quoi qui te stresse? Je sais pas.
Alors, quand elle dit, elle est pas ça lui a pas fait plaisir, mais elle a pas de traumatisme quand sa fille lui apprend j'ai un cancer. Par contre, quand elle s'imagine les conséquences de ce cancer qui va se passer, là, c'est comme si en tant que 6, vous faisiez un film pour vous protéger, c'est-à-dire que c'est un réflexe inconscient, c'est-à-dire vous imaginez le pire pour pouvoir le vivre à l'avance et ça vous permet de vivre dans un monde que vous maîtrisez un peu mieux, quoi, on va dire ça, mais en même temps, c'est ça qui vous fait peur. Est-ce que tu t'y imaginais que s'ils se suicidaient, ça allait être une catastrophe pour tes enfants et que... C'est ça qu'il faut que tu fasses partir. Donc tu vas le dire à haute voix. Tu vas laisser parler Spielberg et il va nous raconter le film qui se fait dans ta tête. Spielberg, c'est un 6. Il avait peur de nager, sûrement. Et donc, comme il avait peur de nager, il a inventé un gros requin, le pire truc, et à la fin, il tue le requin. Comme ça, il est content, il peut nager. Mais en faisant ça, il fait peur à l'humanité tout entière, et il se fait peur à lui aussi. Allez, vas-y, tourne-toi. Allez, imagine. Alors, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait commis cet acte pour ton fils, parce que c'est sur lui que tu n'arrives plus à agir après quand c'est la rentrée des classes et tout ça. Laisse parler la catastrophe. Ça aurait fait quoi? Ben déjà, il aurait fallu qu'ils aillent à l'enterrement de leur père, Ouais. mes 2 enfants. Et à leur âge, enfin, voilà, je trouve ça hyper triste. Il aurait fallu qu'on aille dans sa maison, qu'on range ses affaires. Ouais. Ça aurait été un poids aussi pour mes enfants de savoir quoi faire de cette maison. Est-ce qu'il allait falloir qu'ils la gardent ou pas? Okay. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel ils allaient mettre de l'affect ou pas? Et puis après, ils allaient grandir sans leur père, quoi. Donc, bah, mon fils, je pense, ça l'aurait mis dans une place qui n'était pas la sienne. Ok. Tout de suite. Ouais, non, on va pas plus loin parce que c'est du masochisme en fait. Tu vois à quel point tu y crois? C'est un truc de dingue. Hein, tu y crois plus que la réalité en fait. C'est un truc de fou. Ça te fait réagir, ça te fait flipper, c'est dingo. Donc ce qui stresse le 6, c'est ça. C'est ce mécanisme. Mais en même temps, c'est ce qui lui permet de survivre depuis qu'il est petit. C'est un peu bizarre. Ouais. Et le pire là-dedans, c'est que comme le 6, depuis qu'il est petit, il est en alerte rouge. Donc lui, il est très très fort pour voir où c'est qu'il y a un secret, qu'est-ce qu'on me cache et tout ça, voir les entourloupes. Il est très fort. Et donc quand il valide ça, en fait, ça valide le fait qu'il a raison dans son scénario et ça fait qu'augmenter le truc. Donc, le but du 6, c'est de vivre dans un monde dans lequel il se sent en sécurité. Mais lui, la mauvaise tactique qu'il a prise, c'est qu'il dit « je vais éliminer la peur en faisant du Spielberg, en créant des scénarios et en étant celle qui tient la baraque. » C'est ce que tu as fait. Comme il a peur tout le temps, si on est en groupe ou si on est plusieurs, on a moins peur. Par exemple, si je suis enfermé dans cette pièce la nuit, le noir, et si on est 2 ou si on est 3 ou si on est 4, on aura moins peur. Donc le 6, ce qu'il fait pour avoir moins peur, c'est qu'il choisit une cause. Il se met au service de quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'écologie, ça peut être son entreprise, ça peut être sa famille. Et il fait tout pour cette cause. Et dans cette cause, il ne la trahira jamais. C'est comme s'il va défendre cette cause, ça le rassure et ça lui donne une posture. Est-ce que tu vois que toi, tu as choisi une cause, un idéal ou un truc comme ça? C'est quoi? C'est la famille, les enfants, c'est quoi? C'est plus global, je pense, c'est les droits humains. C'est bon. C'est-à-dire? J'ai fait des études à l'époque, ma spécialité dans le juridique, c'était les droits de l'homme. Ouais. Ça me tenait vraiment à cœur, le respect des droits fondamentaux. Ouais. Et maintenant aussi, je fais des ressources humaines, c'est que j'ai ce truc-là de vouloir défendre le fait que tout individu a une part positive en lui. Ouais. Et d'ailleurs, mon compagnon, là, il me le dit souvent, il me dit, toi, t'es dingue parce que tu arrives toujours à avoir le positif chez tout le monde. Et ouais, j'ai toujours envie d'être dans une forme d'empathie et de bienveillance où chaque personne que je rencontre, j'essaie de me dire que, et je le pense très sincèrement, plus que chaque personne a des aspects positifs. Mais chaque personne a des voilà. aspects négatifs aussi. Ouais. C'est un espèce de... Je les vois aussi, hein, je suis Ouais. pas non plus... Alors, regarde le piège de ce truc-là. C'est comme si toute cette construction,
c'est fait pour éviter d'être trahi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que si tu fais bien tout pour tout le monde, il n'y a personne qui te fera un sale coup. C'est comme si le 6, tu vois, c'est le village des irréductibles gaulois, là, dans Astérix, là. C'est un petit village, et tout autour, il y a les loups, il y a les romains, il y a tout le danger. Et le 6, il veut rester dans le village, parce que si on le met dehors, ça va le tuer. Donc, dans ce village, il va tout faire pour assurer, comme ça, on ne le trahira pas. Mais comme inconsciemment, il y a la trahison, ça va se créer. Et ce qui va se passer pour le 6, quand il prend une cause, c'est qu'à force de faire ça, il va se trahir lui-même. C'est-à-dire, au lieu de parler en son nom, il va parler au nom de la cause, et ça va le coincer. Et pour se libérer, il faudra qu'il accepte de trahir la cause. Tu comprends? C'est comme si toi, dans ton truc de droit humain, ça va peut-être t'obliger à faire trop de boulot, et il va falloir que tu le trahisses, parce que chaque humain aussi a le droit de se reposer. Tu vois? Il y a un truc qui dit « à l'impossible, nul n'est tenu ». Si les humains ont envie de se suicider, t'es pas Superman, quoi. Tu comprends? Tout le monde a le droit de se suicider, ou tout le monde a le droit d'aller en hôpital psychiatrique. Il faut que tu admettes ce truc-là, sinon toi, tu vas te piéger. Tu vois? C'est là où il y a l'ego du 6. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'évolution du 6? Ce n'est pas d'être quelqu'un qui gère toute l'humanité. Ce n'est pas d'être quelqu'un qui est hyperactif aussi, qui pète les plombs tout le temps. Son évolution, c'est d'aller dans le 9, et de prendre les bons côtés du 9. Et le 9, c'est celui qui est zen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne fais rien, si tu acceptes que tu as peur, c'est-à-dire t'entends que quelqu'un va se foutre en l'air ou un truc comme ça, et que tu fais rien. Tu as ton mental qui va se mettre en route, mais tu fais rien. Et tu as la peur, 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 tu as la peur. Et à un moment, tu traverses la peur, tu fais rien et tu t'aperçois qu'il ne se fout pas en l'air. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Que tout dépend pas de moi, quoi. Oui, déjà, que tu n'es pas Dieu, ouais. Et après? Qu'est-ce que tu vas découvrir ici? Tu le vois? Quelle est ta qualité profonde? Non. C'est la confiance. Tu l'as dit tout à l'heure, je crois, au début. Le mot. C'est la confiance. C'est comme ce que tu as à offrir au monde, c'est la confiance. C'est pas l'organisation et empêcher les gens de se brûler, de faire ce qu'ils doivent faire. C'est Dieu qui... On pourrait dire Dieu, moi je dis Dieu, mais tu pourrais dire ce que tu veux. C'est la vie qui veut que chacun vive des expériences pour grandir en conscience, et notamment des mauvaises expériences. Et c'est pas à toi d'empêcher ça, parce que sinon tu vas te mettre une charge folle et puis tu vas lutter contre quelque chose qui est plus fort que toi. Mais par contre, toi, d'avoir confiance que ça va bien se passer, en fait. Ouais. C'est comme si ce que tu veux offrir à ton fils, c'est la confiance. Ce que tu vas offrir à tout le monde, c'est la confiance. Et toi, l'avoir. Ça veut dire que quand tu es détendu, que tu ne fais rien, c'est là où tu es la plus efficace. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça. Si tu as envie de quelque chose, ma femme, quand elle est en vacances, donc c'est très dur pour elle d'être en vacances. Chaque fois qu'on part en week-end ou en vacances, ça la stresse à fond. C'est comme si on disait à son mental, on n'a plus besoin de toi. Ça la fait disjoncter. Donc avant de partir, le jour où on est en vacances, elle se lève le matin, elle dit la maison c'est en bordel, il faut tout ranger. Ou on part en vacances et puis elle dit il faut aller faire toutes les randonnées, il faut faire ça, jusqu'à ce que ça disjoncte, ça pète bien les plombs et après elle se repose. Et une fois qu'elle est calme et reposée, elle dit j'aimerais bien avoir un peu plus de sous, avoir un peu plus de clients. Et dans la journée, quand on revient de la plage, il y a les impôts qui nous ont écrit pour dire on vous rembourse 2000 € parce qu'il y a une erreur. Ça se passe tout le temps comme ça. Ouais. C'est comme si quand elle est dans cette position de détente, c'est là où elle est le plus efficace. Ouais. C'est là où elle est attractive et c'est là où le monde, la vie ne peut pas lui résister. Ouais. Tu comprends? Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça faisait des années que je me battais pour essayer d'avoir acheté une maison. Ouais. Et puis ça marchait jamais. Puis je me disais, je sais pas pourquoi, c'est jamais le bon projet, c'est jamais le bon truc. Ouais. Et là, avec mon nouveau compagnon, on a visité une maison et au début, j'y croyais sans plus. Enfin, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ouais, t'as lâché prise. On achète la maison. Oui, c'est ça. C'est découvrir ça en fait. Ouais. C'est le lâcher prise. Ouais. C'est comme si, en tant que 6, la vie veut que vous lâchiez le truc. Ouais. Ça peut être par exemple des 6 qui n'arrivent pas à avoir des enfants, quoi, des femmes qui n'arrivent pas à être enceintes. Elles forcent, elles essayent tout, vu qu'elles ont l'esprit à tout, trouver toutes les solutions, c'est tout jusqu'au moment où elles disent j'aurai pas d'enfant, c'est fini, et paf, à ce moment-là, elles tombent enceintes. C'est comme ça que ça marche. Alors, comment faire par rapport à ta demande à toi là? On va revoir ton truc.
Bon, c'est déjà bien qu'on ait nettoyé tous ces stress que tu gardes en toi. Choix professionnel, j'aime mon travail, mais tu as le corps qui dit qu'il faut que tu lèves le pied. Je pense que là où tu as un truc à lâcher, c'est ça, là. Les droits humains. Mm. Si tu trouvais un boulot où il y aurait moins cette position de Superman, moi je défends les droits humains et j'empêche les gens de faire des conneries, de se foutre en l'air et tout ça, ce serait mieux. Ouais, ça veut dire sortir des ressources humaines, quoi. Peut-être. Tu vois, parce qu'elle est là, ta cause. Mm. Et est-ce que c'est un rapport avec ta mère? Quel est le lien avec ta mère? Pourquoi ça porte ta mère devant? Ça t'a Mais fait je quoi pense que qu'elle, c'est pareil. Elle a passé toute sa vie à vouloir sauver tout le monde. Ouais, Elle a été infirmière en psychiatrie, elle a été chef de service et psychiatrie. t'en penses quoi? Tu l'as vécu comment, ça? Bah, que finalement, en voulant sauver tout le monde, elle s'est pas sauvée elle-même, quoi. Si je dois faire une synthèse. Elle va plus loin? Bah, elle s'est cramée en termes d'énergie Ouais. pour les autres, mais elle n'a rien fait pour elle. Ouais. C'est ce qui te pend au nez, quoi. Mm. Donc c'est là qu'il faut que tu mettes le focus. Mais ça va te faire sentir mal parce que tu vas te sentir coupable d'abandonner la cause, quoi. Ouais. Puis surtout que j'ai pas d'idée, quoi. Pour l'instant. Alors ça, laisse tomber les idées. Ouais. C'est-à-dire que les idées vont arriver comme ça. Ouais, ça va venir tout de suite. Ouais. Ouais. Ce qu'on pourrait dire symboliquement, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est enlever les deux gros stress qu'il y avait dans ta vie où, si tu n'avais pas été là à ces moments-là, il y aurait eu des énormes catastrophes. Et peut-être pas. Et bien peut-être pas aussi, Mm. c'est ça qui est intéressant. Mais dans ta tête, ça raconte qu'il y aurait eu des énormes catastrophes, donc ça t'a mis en pression super forte. On a évacué cette pression. Tu comprends un peu comment t'es faite. Comme ça. Allez, on regarde si ça met ta mère derrière toi. En laissant le poste de sauveuse. Ouais, c'est bon. Si tu as envie de savoir ce qu'il faut que tu fasses comme nouveau boulot, le truc que tu as à faire, c'est partir en vacances. Partir en vacances et te débrouiller pour essayer de te détendre. Mm. Et quand tu es détendu, de demander à la vie qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme boulot. Et regarde ce qui vient. Ouais. Ce que la vie te propose, peut-être par un symbole ou un truc comme ça.